C'est tout sauf un voyage. Malgré les décors spectaculaires, rien ici n'est merveilleux ou paisible. Dans ces jungles montagneuses, entre Colombie et Panama, tout n'est que danger. C'est un serpent corail. S'il te pique, t'es mort. Et souffrance. Ah, j'en peux plus. Il est vraiment dur ce chemin. Dans cet enfer vert, ces hommes, ces femmes et ces enfants qui n'ont plus rien à perdre sauf leur vie, connaissent le pire de l'humanité. La cruauté, la mort, le chacun pour soi, et ceux laissés derrière car ils ne peuvent plus avancer. Ouais, elle ne peut pas marcher, elle est enceinte. Ah oui, elle a une entorse aussi. Oh là là, et le pied est hyper enflé. Mais aussi le meilleur, l'entraide, l'amour et l'espoir. Guidés par un rêve, une rage, l'Eldorado américain. Voici l'incroyable périple des migrants du Darien Gap. Premier jour, 6 heures du matin, au camp de migrants en bordure de la jungle. Ils viennent du Venezuela, d'Haïti, de pays d'Afrique, même d'Afghanistan ou du Bangladesh. Ils sont venus par bateau, parfois par avion, en passant par le Brésil ou le Chili, qui accordent plus facilement des visas temporaires. Le camp est organisé par un cartel de narcotrafiquants colombiens. L'un de ses responsables donne les dernières instructions. Il y a des accidents, nous ne pouvons pas le nier. Celles qui sont enceintes, dites-le nous. Parce que certaines accouchent en chemin et des bébés ne survivront pas. C'est un chemin dangereux, la rivière peut monter d'un coup. Soyez prudents, ne vous prenez pas pour des super-héros. Nous avons choisi de traverser le Darien Gap de bout en bout avec Fernanda et sa fille et Manuel. Des Équatoriens qui se sont liés d'amitié sur un bateau en arrivant ici en Colombie et ils ont bien reçu le message. Je sais qu'il y a des crocodiles et qu'on va voir des morts sur la route. Si on se casse une jambe, si on a une fracture, c'est fini. Il n'y aura aucun secours, on restera au Darien, c'est marche ou crève. Mais pour nous, la pire des choses serait de rester là d'où on vient. Et c'est le signal de départ de ce marathon de tous les dangers. Ça y est, c'est parti pour plusieurs jours de randonnée extrêmement éprouvante au milieu de ces centaines de migrants qui vont affronter l'enfer vert dans l'espoir d'une vie meilleure. Aux Amériques, on peut relier par la route la pointe sud du Chili à Ushuaia jusqu'au nord de l'Alaska. Plus de 25 000 km ininterrompus, sauf ici. Ce petit bout de terre qui relie l'Amérique du Sud à l'Amérique centrale. 100 km de montagnes et de jungles infranchissables, d'où son nom, le Darien Gap, le trou du Darien. Chaque migrant doit payer un droit de passage de 350 $. C'est une énorme manne financière pour le cartel. Il y a près de 1000 migrants par jour, faites le calcul, ça fait près de 350 000 $ de revenus. Ça représente près de 9 ou 10 millions de dollars par mois, juste dans les poches de ce cartel. Évidemment, c'est une grande somme pour les migrants qui doivent économiser, vous le savez, des années avant de pouvoir se payer le voyage. Parfois, l'ensemble du voyage depuis leur pays d'origine coûte jusqu'à 40 000 $. Beaucoup doivent prendre des prêts avec toutes ces filières de passeurs, des prêts qui devront bien évidemment rembourser à leur arrivée aux États-Unis. Nos propres guides, que nous avons payés, ont très probablement dû reverser une partie de leur salaire aux narcotrafiquants. Des frais qui s'accumulent pour ceux qui ont déjà un long voyage derrière eux, comme ce père de famille qui n'a eu pour seule route possible qu'un très long détour. Je viens d'Haïti en avion, de Haïti à Chili. Au Chili? Au Chili. Et vous êtes remonté depuis le Chili?
depuis le Chili. Est-ce que ça vaut le coup? Le rêve d'aller aux États-Unis, ça vaut le prix de tous ces efforts? Bien sûr que oui. Si nous arrivons aux États-Unis, la vie sera beaucoup plus facile pour nous. Dans les montées, Fernanda souffre. Vraiment épuisée. Mais il faut trouver l'énergie pour arriver au prochain camp avant la tombée de la nuit. Allez, on y va. Comme Manuel. Mais leur volonté est inébranlable. Je pensais pas que ce serait aussi dur. Ils t'avaient dit quoi, les passeurs? Oh, que ça se faisait en 2 jours. C'est des conneries. Mais de toute façon, j'ai pas le choix. Je ne peux plus retourner en Équateur à cause des problèmes dans le pays. Il n'en dira pas plus pour l'instant. Ici, chaque migrant a une histoire, un destin tragique. Le parcours est jalonné de quelques petits camps de base qui permettent de trouver de l'eau et d'y faire une étape pour la nuit. Nous y rencontrons Darwin Enrique. C'est un ancien sergent-major de l'armée vénézuélienne. La marche est pénible pour lui car il a une ancienne blessure par balle à la cuisse. Plusieurs d'entre nous, de l'armée, nous nous sommes réunis pour nous organiser et nous avions prévu de faire quelque chose par des moyens militaires pour renverser Maduro. Mais il y a eu un accrochage avec des soldats loyaux au régime. J'ai été blessé. Plusieurs membres de mon unité sont morts. Détenu et torturé pendant des mois dans un hôpital militaire, il réussira à s'échapper grâce à des complicités qui lui fourniront une corde de fortune pour descendre en rappel du 7e étage. C'est pour ça que j'ai pris la décision, avec ma famille, d'émigrer aux États-Unis, où je pourrais bénéficier de l'asile politique. Je ne peux pas retourner au Venezuela, car je serais certainement capturé et sans doute tué. La succession de montées et de descentes se poursuit interminable dans la moiteur et sur un sol glissant. Il est souvent impossible de voir le ciel tant la canopée est dense et la végétation touffue. C'est réellement épuisant, mais en même temps magnifique. Et il faut faire attention parce qu'à chaque fois, on doit s'aider, notamment de branches d'arbres, de troncs d'arbres. Il faut faire attention à ce qu'il n'y ait pas de serpent qui se cache derrière. Le soir, au dernier camp de base de l'ascension, Fernanda se confie un peu plus sur les raisons de son départ. Sa fille Anaï reste trop timide pour parler face à notre caméra. Regardez mes marques. Mon ex-petit ami m'a coupé, m'a lacéré les bras. Après ça, c'était clair qu'il allait me tuer. C'est ma fille qui a pris la décision. Elle m'a dit « Maman, il faut s'enfuir et partir ». On avait quelques objets dans la maison, comme la télévision. On a tout vendu et on est parti le soir même. J'ai le sentiment que les droits des femmes seront mieux respectés aux États-Unis. Qu'est-ce que tu espères pour ta fille ? Un meilleur futur. Je sais que si elle étudie dans les écoles dont on m'a parlé, à Washington, à New York, elle aura un meilleur avenir. Elle veut devenir hôtesse de l'air, apprendre d'autres langues. Je sais qu'elle s'épanouira là-bas. C'est une fille très intelligente. Je lui souhaite tout le meilleur, comme toute mère le ferait. Manuel aussi a fui une histoire tragique. Il affirme que les gangs et cartels équatoriens voulaient le recruter et qu'il a refusé. Ils ont attaqué ma maison et ils ont abattu ma femme, qui était enceinte, ainsi qu'un ami qui était là. Ils voulaient tous nous tuer, mais moi je n'étais pas là. Le 3e jour, c'est le passage géographique de la frontière entre Colombie et Panama. Évidemment,
pas de douaniers au cœur de la jungle. Nous avons réussi. Je suis heureuse, mais tellement fatiguée. Mais on a super bien avancé. Allez, il faut continuer à aller de l'avant. L'ancien soldat vénézuélien est aussi parvenu au sommet. Dur la dernière montée, mais pas impossible, grâce à Dieu. Maintenant, ça va être la descente, mais ça va être encore plus douloureux pour mes genoux. Chaque kilomètre sur ce parcours est un défi, notamment pour les enfants. Ceux autour de 5 ou 6 ans sont les plus problématiques. Trop lourds pour être portés comme des bébés, mais trop jeunes pour endurer les longues marches. Nous croisons ce groupe de femmes vénézuéliennes et cette petite fille. Elles n'avancent pas assez vite, prennent du retard et se mettent en danger. Notre groupe va se relayer. Nous porterons la petite fille à tour de rôle jusqu'au bout. Tous les soirs, il faut camper dans la jungle. Parmi les choses les plus importantes que nous avons dû emporter, des hamacs. Nos guides, évidemment, aussi, ont des hamacs. Pourquoi ? Parce qu'ils nous ont dit qu'il était inenvisageable de dormir dans une tente et de dormir à même le sol à cause des insectes, des araignées et surtout des serpents. Nous avons avec nous des guides et des porteurs. Nous avons cette chance-là. Pourquoi ? Parce que nous avons surtout du matériel vidéo, du matériel de tournage. Ce n'est pas les caméras ou le drone, par exemple, qui pèsent lourd, mais c'est surtout des batteries. Nous avons des grosses batteries de recharge parce qu'il faut pouvoir tenir des jours dans la jungle sans, évidemment, aucune possibilité d'électricité. Et ces batteries-là sont assez lourdes. Et puis, évidemment, il faut emporter la nourriture pour plusieurs jours. Alors, c'est riz et boîte de thon tous les jours. Les migrants, eux, n'ont pas ces privilèges. Ils n'ont emporté que de petites tentes bon marché. Là, Manuel est en train de déverser un liquide autour des tentes dont l'odeur est censée repousser les serpents. Ça, c'est notre installation pour camper. On utilise des plastiques récupérés et nos ponchos de pluie. Ça nous fait un peu comme un matelas et aussi un peu comme une couverture. Tu n'as emporté que quelques affaires pour le voyage ? Oui, le strict minimum. J'ai juste pris les vestes en cuir. Une pour moi, une pour elle. Pour le froid, au cas où. C'est pour ça qu'on ne les jette pas en chemin, même si c'est lourd, car on ne sait pas ce qui va se passer dans la suite du voyage. Il reste 3 jours de marche au Panama. C'est la partie la plus épuisante dans les rivières, la plus dangereuse aussi. Il y a beaucoup de cadavres de migrants. Certains apparemment victimes d'une mauvaise chute. D'autres morts d'épuisement, comme cette femme que nous découvrons dans cette tente. Notre guide Augustine est malheureusement un habitué de ces découvertes macabres. C'est le crâne d'une femme. Je l'avais croisée en chemin, elle était à bout de force. Et dans la nuit, elle s'est endormie et a fait un arrêt cardiaque. Elle est morte d'épuisement. Elle n'était pas venue avec assez de nourriture. Elle a beaucoup souffert en route. Il faut savoir s'arrêter, se reposer un peu. Certaines personnes marchent 2 jours, puis se reposent un jour, et ainsi de suite. C'est comme ça qu'ils atteignent l'objectif, mais d'autres ne le font pas. Certains compagnons de route les forcent à marcher. C'est ainsi qu'ils meurent. Depuis le passage de la frontière, le cartel colombien n'est plus là. Ces hommes assuraient, malgré tout, un semblant de sécurité. Désormais, c'est le royaume des bandits. Une jungle sans foi ni loi. Sur une berge, le corps dénudé d'une femme, manifestement violée. Dans la rivière, celui d'un père de famille, jeté du haut de la falaise, selon des témoins. C'est aussi le lieu de toutes les trahisons. Nous tombons sur ces 2 femmes congolaises. Elles sont blessées aux jambes. Le mari de l'une d'elles trouvait qu'elle ne marchait pas assez vite. Il a pris son bébé et les a abandonnées.
Vous avez dormi ici? Toute seule dans la jungle? On nous avait déjà prévenu que c'est dangereux. Le bébé, comment est-ce qu'il va faire? Mais il a besoin d'allaiter, il ne peut pas. Il ne peut pas faire ça, son mari ne peut pas faire ça. Là, vous n'avez plus rien à manger, là? Il y a quelque chose à manger. On n'a même pas faim. Oui, je comprends. Oui, mais pour que vous puissiez continuer à avancer, il faut que vous ayez à manger. Nous, on a des guides et on a à manger. Vous avez besoin de médicaments? Vous en avez ou pas? Au milieu de toutes ces tragédies, la logistique se complique. Malgré l'apparente abondance d'eau, il y a tellement de corps en décomposition que la rivière est contaminée. Boire l'eau d'ici entraînerait des intoxications graves et dans un cercle vicieux, risquerait de perpétuer le cycle de la mort chez les migrants. Malgré les heures de marche et la soif, il faut donc attendre de trouver des sources dans la forêt ou un petit affluent plus pur. Pour tous, le rêve donne la force d'avancer. Comme pour Précieuse, 8 ans, venue elle aussi du Congo après avoir traversé l'Atlantique Sud en bateau et qui imagine sa récompense aux États-Unis. Je rêve d'aller faire les tours de manège. Après, la plage, je pars à la plage. Seuls des jeunes et des adultes dans la force de l'âge tentent la traversée du Darien. Nous ne croisons aucune personne âgée. Le doyen sur notre parcours s'appelle Eddie. Il a 58 ans et a déjà passé 27 ans aux États-Unis avant d'être expulsé. C'est un athlète accompli. J'ai couru le marathon de Boston 3 ou 4 fois. J'ai fait aussi celui de New York. Mais ces marathons, ce n'est rien à côté d'ici. Alors oui, c'est de la marche et pas de la course. Et on dort. Mais on dort tellement mal, dans des conditions terribles. C'est parce qu'il était à l'époque rentré sous un faux nom aux États-Unis qu'Eddie a été expulsé après avoir travaillé toute sa vie en Amérique comme électricien. Il a été renvoyé en Haïti et y a découvert un enfer de violence. J'ai été kidnappé. J'en ai beaucoup bavé. Tous les gens que vous voyez ici sont là à cause de ce qui se passe dans leur pays. Ils ne peuvent pas être libres, ni même survivre. Et je me demande, les pays les plus développés, la France, le Canada, les États-Unis, l'Angleterre, c'est vraiment le mieux que vous pouvez faire? Vous ne pourriez pas mettre tout votre poids pour organiser un autre monde, pour que ces gens restent dignement dans leur pays? Kilomètre après kilomètre, le chemin forme un sillon de détritus dans la jungle. Épuisés, les migrants se débarrassent de chaque petit poids superflu et même nécessaire. Au fur et à mesure, les vêtements, les paires de chaussures de rechange, même les tentes sont abandonnées. Dans la dernière ligne droite du parcours, les migrants ont pour la plupart épuisé leurs réserves de nourriture. Alors il faut aller vite. Plus que jamais, les faibles, les lents, les retardataires sont laissés à leur sort. Nous découvrons ces deux femmes, une haïtienne et une camerounaise, blessées chacune avec une entorse. Et madame, elle est là depuis combien de temps? Ça fait depuis 5 jours. 5 jours qu'elle est ici? Au total, cette haïtienne est depuis 16 jours dans la jungle. Et elle est enceinte. Qu'elle soit encore vivante est presque un miracle. Nous leur donnons quelques médicaments. Si elles restent ici, elles ne survivront pas. On va vous donner des antidouleurs, mais on va se débrouiller. Vous allez venir avec nous. Il ne faut pas que vous restiez là tout seul. Et on a vu des bandits hier. Elle aussi a été abandonnée par son groupe et son mari, qui ont continué sans elle. Depuis, de nombreux autres groupes sont passés devant sa tente en l'ignorant. Eddie est bouleversé et révolté. Ces compagnons de route sont des criminels. Vous savez, il y a plusieurs manières de tuer quelqu'un. Son mari l'a laissé mourir ici. Il l'a laissée ici, enceinte.
mais elle est toujours vivante. Ça me brise le cœur. J'en tremble de rage. Avec son autorité de patriarche, Eddie motive le groupe pour construire un brancard de fortune. Lanières de sac à dos récupérées dans les ordures. Adhésifs de notre matériel de tournage. La civière est prête. La future maman reprend espoir. Mais au bout de quelques dizaines de mètres, les hommes s'arrêtent. La femme est trop lourde. Augustine, le chef de nos guides, propose une autre solution. Il faut l'installer dans un hamac et la porter accrochée à un long tronc d'arbre. Nouvel essai. Et nouvel échec. Le poids est trop lourd dans ce terrain accidenté. Les bonnes âmes volontaires baissent les bras. Dans ces instants cruciaux, le sort d'une vie se joue entre la résignation de la majorité du groupe et la persuasion de quelques personnages moteurs. Il faut la faire marcher, ce sera plus facile. Si elle peut tenir sur ses jambes, on sera lent. Il vaut mieux être lent. Oui. Des membres de notre équipe porteront en plus le lourd sac à dos du jeune homme en rouge qui, en échange, pourra épauler la femme enceinte. Cette fois-ci, c'est la bonne. Elle sera sauvée. Au 6e jour, premier contact avec l'extérieur, des passeurs proposent leur service, une délivrance. Allez-y, les bateaux vous attendent par là-bas. Exténués, les migrants acceptent tous de payer $20 par personne pour un dernier tronçon en pirogue. Apparaissent les premières toitures, les premières populations humaines. C'est enfin l'arrivée à Barro Chiquito, le premier village panaméen. Fernanda, sa fille, Manuel et les autres ont vaincu le Darien Gap. Impossible de résister à l'émotion, tout le monde se tombe dans les bras, heureux d'être sorti vivant de cet enfer. On a réussi. La police et l'armée panaméenne enregistreront les noms des migrants, mais les laisseront passer, sachant qu'ils n'ont pas l'intention de rester dans le pays. Nous nous offrons le premier vrai repas depuis une semaine dans ce petit restaurant. Je suis soulagée parce qu'ici il y a de la nourriture, il y a de l'eau. Tout est plus apaisé. Avec ma fille, nous sommes plus détendus. Je me sens bien. Nous savons que la route n'est pas finie, mais ça ne sera jamais aussi dur que ce que nous venons de traverser. Qu'est-ce qui a été le plus difficile ? La partie la plus difficile, c'était marcher. Marcher sur les pierres, c'était très douloureux. Ne pas avoir d'eau potable, voir les cadavres dans la rivière, tout ça. C'était très dur de voir ma fille pleurer. Elle n'arrivait même plus à avancer. Et toi, Manuel, comment tu te sens ? Bien, bien. Heureux d'être en vie. Je remercie Dieu d'avoir réussi à sortir de cette vallée de la mort. C'est vraiment une vallée de la mort. Et là, je me sens vivant. Pour moi, le plus dur a été de voir l'indifférence des gens lorsqu'une personne a besoin d'aide ou est en train de mourir et que les autres continuent leur chemin. Pour moi, c'était très très difficile. C'était la chose la plus dure, l'indifférence, l'inhumanité des gens. Nous montrons à Fernanda nos propres visas américains. Un papier si facile à obtenir pour nous Français, mais un sésame inatteignable pour eux. C'est vraiment injuste.
Quand on est équatorienne comme moi, on ne nous donne pas ce type de document, à moins d'avoir énormément d'argent. C'est pour ça que l'on doit marcher. On ne peut pas voyager en avion. Ça n'est pas n'importe qui peut avoir un visa. C'est quelque chose d'injuste, parce que si on permettait aux Équatoriens d'obtenir des visas, il n'y aurait pas autant de morts sur la route. Presque toutes les personnes que nous avons rencontrées durant cette folle expédition nous ont suivis jusqu'au bout et ont donc franchi avec succès le redoutable Darien Gap. À l'exception des 2 femmes congolaises épuisées, dont l'une avait été abandonnée par son mari. Nous ne les avons pas retrouvées au point d'étape prévu sur le chemin et nous ne savons pas si elles ont pu s'en sortir saines et sauves. Pour tous les autres migrants, dont la ténacité force le respect, le plus dur est derrière eux. Mais il reste désormais à traverser le Costa Rica, le Nicaragua, le Honduras, le Guatemala et le Mexique, plus de 3000 km avant d'atteindre, enfin, l'Eldorado américain.